Normalement, une cicatrice, ça doit pas faire mal. Alle Schuhe müssen also echt praktisch sein und dann halt den am schönsten aus. Das wäre der beste. Les chaussettes classiques sont aussi des chaussettes en fait qui constrictent un peu le pied. Et j'ai marché du coup dans la neige avec une semelle de 3 mm pendant bien une cinquantaine de kilomètres sans avoir froid aux pieds. Le 1er juillet 2026, on a eu l'occasion de faire un petit atelier sur l'importance de la chaussure minimaliste pour la santé au niveau des pieds. Donc c'est un atelier qu'on a fait avec le magasin de chaussures Calderoni ici à Differdange. On le remercie beaucoup d'avoir pu nous avoir invités pour faire cet atelier. Et donc dans cette vidéo, on va mettre les quelques séquences qui nous semblent le plus intéressantes de tout cet atelier. Dans cette première partie de vidéo, c'est Anaïs qui explique l'importance d'une bonne prise en charge des cicatrices suite à une opération de l'hallux valgus ou suite à n'importe quelle opération. Enchantée, donc moi c'est Anaïs, je suis kinésithérapeute et en fait j'ai fait une formation sur les cicatrices. Donc est-ce que quelqu'un ici s'est déjà fait opérer? Non, pas de chance. À une cicatrice peut-être. J'ai une cicatrice, oui. Ok. Et non, mais ça peu importe. Ça va pas nécessairement être ok. Sur vous en tout cas. Oui, Elle vous fait mal? Non, c'est parfait. Normalement, une cicatrice, ça doit pas faire mal, en fait. Et si on reprend au niveau du pied, des opérations par exemple de l'hallux valgus, parfois une cicatrice peut être douloureuse simplement avec le frottement de la chaussure. Okay. Donc normalement, après plus ou moins 1 an, une cicatrice, ça ressemble à ça. Ok, je peux vous faire passer la feuille, comme ça tout le monde voit. Donc vous voyez, elle est encore un peu rosée, donc à mon avis, celle-là, elle doit avoir un peu moins d'1 an. Mais vous voyez qu'elle est aussi épaisse qu'un trait de crayon, toute bien droite, et la dame a des très jolis pieds d'ailleurs. Donc ça, c'est une cicatrice normale. Okay. Ensuite, si on se retrouve avec une cicatrice qu'on appelle hypertrophique, comme ceci, okay, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Ça, c'est une cicatrice qui n'arrête pas de reproduire des cellules, okay, et parce qu'elle pense qu'elle doit encore faire mieux et se reproduire. Okay. Après une opération d'un hallux valgus, ça peut arriver. Okay. Les cicatrices hypertrophiques, ça arrive quand c'est une cicatrice qui est trop massée, en fait, quand on fait revenir du flux sanguin dans la peau, et du coup la cicatrice continue à proliférer. Ça, peu importe la chaussure pour le coup, ça dérange la personne, d'accord? Donc, si vous avez une cicatrice qui vous fait mal, déjà, il y a des questions à vous poser. Okay. Cette cicatrice, c'est dû à un hallux? Non, celle-ci, c'est pas un hallux valgus, mais ça peut arriver sur une opération d'hallux valgus. Okay. Et puis, il faut savoir aussi que les lignes de la peau, elles sont horizontales. Au niveau du pied aussi, elles sont horizontales. Malheureusement, les chirurgiens, lors d'une opération hallux valgus, ne peuvent pas faire autrement que couper verticalement par rapport aux lignes de la peau. Okay. Une cicatrice, quand elle veut cicatriser, donc si la peau elle est horizontale comme ça, les bords veulent se rapprocher pour fermer. Si la cicatrice elle est comme ça, le corps va peut-être vouloir rapprocher le point A et le point B, okay, et c'est ce qu'on appelle une cicatrice rétractile. Okay. Ici, la première, par exemple, donc rétractile, vous voyez que tous les tissus sont rétractés autour, et puis après un traitement, elle est redevenue à nouveau souple. Okay. Je fais passer aussi. Donc, à gauche, c'est la rétractile. Et ça, donc, typiquement, ça peut arriver après une opération d'un hallux valgus. Donc, ça va être une personne qui va se plaindre, elle peut bouger son gros orteil, mais par exemple, elle va avoir du mal, elle va sentir sa peau qui tire lorsqu'elle veut plier le gros orteil. Ça va? Donc, là, voilà, je m'adresse à un public et aussi à des vendeuses qui voient des pieds de personnes qui passent ici. S'il y a des cicatrices qui sont gênantes, il y a des questions à se poser, d'accord? Il y a des podologues qui sont formés pour travailler ça, il y a des kinés qui sont formés aussi pour travailler ça. Et ce qui est important, c'est de partir vers quelqu'un qui a été formé là-dessus. Parce qu'avant la formation, j'ai fait des erreurs, tout ce qu'il fallait pas faire. Et on se demandait pourquoi les cicatrices n'évoluaient pas positivement. Et en fait, c'est parce qu'on les entraînait juste à proliférer encore plus. Et voilà, donc c'était juste une petite aparté, un peu un message pour tout le monde. Donc cicatrice, que ça soit au niveau du pied, au niveau du coude. D'ailleurs, même si j'ai par exemple une cicatrice rétractile ici, mon tissu, la peau, il va se replier, j'arriverai plus à tendre mon coude.
d'accord, que ça soit au niveau du visage ou peu importe où. Voilà, c'était tout. À toi, Jérôme, je t'en prie. Merci. Ouais. Après, un tissu cicatriciel n'est pas exactement comme de la peau, parce que les cellules, c'est ça, et en fait, même le type de collagène n'est pas le même, ce ne sera pas un collagène souple, ce sera un collagène rigide, donc on n'arrivera jamais à refaire comme avant. C'est comme quand une tasse casse, on a beau tout recoller, on verra toujours qu'elle a été cassée. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça soit gênant. Par exemple, là, j'ai une patiente qui vient, qui me dit ma cicatrice de césarienne, elle a 2 ans, et quand je me lève de ma chaise, j'ai mal. Pas normal. Voilà. Ah, la cicatrice. Ouais. Bien. Mmh. J'ai mal à la cicatrice. Mais en vrai, ça peut parce que si vous avez une cicatrice rétractile au niveau du ventre, bah, du coup, vous allez vous tenir comme ça, et puis vous finirez par avoir mal au dos. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse dans la parenthèse. Dans cette prochaine partie de vidéo, j'explique les quelques critères qui sont très importants à avoir dans une chaussure qui est bonne pour le pied, et je parle aussi un peu de mon expérience personnelle et depuis combien de temps je porte des chaussures minimalistes. Je vais parler des critères pour choisir la bonne chaussure, du coup la chaussure minimaliste. Quels critères sont les plus importants, surtout par rapport à la luxe valgus, parce que c'est le problème le plus courant qu'on voit. Et puis après, on va parler des conséquences au niveau des genoux et au niveau de la hanche. Donc, je peux. Les 4 critères sont importants, mais les 2 premiers sont le plus important. Donc, vous voulez avoir un avant-pied qui soit large. Et l'avant-pied, c'est au niveau des bouts des orteils, c'est pas ici. Les chaussures classiques vont être les plus larges ici, et les chaussures minimalistes vont être plus larges ici. Ce qui va éviter la déformation de la valgus, parce que le gros orteil ne va pas être poussé vers l'intérieur. Donc toutes les études scientifiques qui ont été faites par rapport à la valgus, les seules personnes qui développent la valgus, ce sont des personnes qui portent des chaussures. Il y a un infime pourcentage, je crois que c'est 1 ou 2%, qui développent un AX valgus sans porter de chaussures, mais c'est aussi un AX valgus non douloureux. Donc c'est dans notre population où on porte des chaussures malheureusement où la luxe valgus se développe. Donc c'est très important d'avoir une chaussure qui soit large à l'avant-pied. Le deuxième critère qui est très important, c'est le fait que ce soit plat. Si vous avez un talon, vous augmentez la pression à l'avant du pied. Si vous augmentez la pression à l'avant du pied, les déformations qu'ils peuvent avoir vont être plus importantes. Donc si vous avez une chaussure plate mais qui rentre, c'est moins grave que si vous portez des chaussures à talons. Mesdames, malheureusement, le fait de porter des chaussures à talons, déjà vous avez un avant-pied qui est étroit, et le fait d'avoir du coup un talon, vous pouvez regarder, oui, fait que malheureusement les forces à l'avant sont beaucoup plus importantes, et donc du coup la déformation de la chaussure va être plus importante. Le troisième critère, c'est d'avoir une semelle qui soit fine, pour que justement on puisse bouger par rapport à tout ce qui se passe en dessous. Donc s'il y a une déformation au niveau du sol, bah alors il y aura une déformation au niveau du pied, et ça c'est des informations dont le pied en a besoin. Et il faut que la chaussure, enfin la semelle soit flexible pour qu'elle puisse justement répondre à tout ça. Vous pouvez très bien avoir une chaussure qui soit avec une semelle épaisse. S'il y a une déformation en dessous, vous n'allez pas la sentir parce que le pied n'aura pas le droit de déformer. Hein? Bonjour. Donc, les conséquences par rapport à l'AX valgus, les seules personnes à nouveau qui développent un AX valgus, ce sont les personnes qui portent des chaussures qui sont étroites à l'avant. Parce qu'en ayant l'étroitesse à l'avant, du coup, vous perdez la fonction. Enfin, le gros orteil est poussé vers l'avant. Ça amène du coup une malfonction au niveau du gros orteil qui ne pourra plus pousser vers l'avant. S'il ne pousse plus vers l'avant, on peut du coup avoir des douleurs au niveau du genou et des douleurs au niveau de la hanche parce que la jambe doit marcher comme ça à la place de marcher normalement. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes au niveau du dos. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes au niveau du dos parce que en ayant une déformation au niveau du gros orteil, vous devez tourner la hanche. La hanche sera toujours en ouverture, ce qui fait que la hanche ne peut pas bouger normalement. Et si elle ne bouge pas normalement, elle peut faire mal. Et ça peut aussi avoir des conséquences au niveau du dos. Et normalement, le half, c'est à l'intérieur. Exactement. Donc, mais j'ai vu la dernière fois une femme qui avait des pieds des deux côtés des halves. Donc, une déformation au gros orteil et une déformation au petit orteil? Exactement. La déformation au petit orteil est beaucoup moins fréquente, mais c'est pour les mêmes raisons. Parce qu'on a du coup une pression qui pousse vers l'intérieur,
Du coup, pour avoir cet espace, le 5e métatarse va vers l'extérieur. C'est aussi à nouveau à cause des chaussures, et c'est qu'avec des chaussures qu'on a ça. Si on ne porte pas des chaussures ou si on porte des chaussures minimalistes, cette déformation n'arrive pas. Pour les personnes qui ont déjà développé des hallux valgus, on a une amélioration quand ils changent de chaussures. Parce que du coup, on laisse la place. Mais dans certains cas, l'évolution a déjà été tellement importante qu'il y a seule la kiné ou la chirurgie qui peut aider. Dans un bon nombre de cas, la kiné peut aider parce que les douleurs sont diminuées. La déformation n'est pas diminuée, mais la douleur est partie. Et puis dans un bon nombre de cas, malheureusement, si pour des raisons esthétiques, on a envie d'avoir un orteil qui aille vers l'avant, il faut passer par la chirurgie. Mais même après une chirurgie, il est très important de, si possible, remettre des chaussures minimalistes, parce que si on remet des chaussures classiques, on a toujours la contrainte qui va, même après l'opération, repousser l'orteil vers l'intérieur et on risque de redévelopper l'hallux valgus. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Grosso modo. Est-ce que... Donc maintenant, on va parler d'expérience. Est-ce que... Moi, par exemple, j'ai porté des chaussures minimalistes depuis 2015-2016, plus ou moins comme... Ce sont des minimalistes. Ce sont des minimalistes, des sandales minimalistes parce qu'elles sont plates. La semelle est pas très épaisse, mais vous voyez que mon pied est assez large et il arrive quand même à rentrer dedans. Maintenant, j'arrive quand même à sortir mon petit orteil de la semelle, mais vu que ce sont des sandales, c'est pas très embêtant. C'est la même chose avec des chaussures, mais en ayant les chaussures, enfin les pieds dans les chaussures enfermées, on peut pas écarter autant, et dans les chaussures classiques encore moins, parce qu'on a cette forme de la chaussure qui va empêcher la mobilisation. Donc moi je porte ça depuis 10 ans, j'ai couru avec, j'ai fait le tour du Mont Blanc avec, aucune douleur, aucun problème. Juste parfois trop de sport, trop vite, mais bon, ça c'est comme tout le monde. Et je peux que recommander ça. Dans cette 3e partie, j'explique pourquoi certaines personnes peuvent avoir plus de douleur au niveau des pieds à cause du fait que la partie supérieure de leur chaussure soit plus dure. Et donc, on explique pourquoi il est parfois plus intéressant d'avoir une partie supérieure de la chaussure qui soit plus souple pour avoir moins de frottement au niveau du pied. Mais rigide. Oui, qui rigidifie la partie supérieure. Donc, effectivement, le fait d'avoir la partie que des tissus, pour les personnes qui ont des orteils en marteau ou des hallux valgus, ça fait qu'il y a moins de frottement au niveau des orteils. Et donc, il y a certaines personnes qui vont plusieurs fois à la pédicure médicale pour à nouveau faire enlever cette partie de peau morte. Et si vous portez des chaussures qui sont souples ou en tissu, à la partie extérieure, ils ont moins de douleur au niveau de la partie supérieure des orteils parce que justement, il n'y a pas ce frottement. Donc même si on prend des minimalistes, comme vous avez Anne, qui sont en cuir ou en simili-cuir au-dessus, parfois on peut quand même avoir le frottement qui vient et ça peut quand même être douloureux. Tandis que si on prend des déguanos qui sont avec un tissu souple au-dessus, c'est moins risqué. Dans cette 4e partie de la vidéo, une personne nous a demandé est-ce qu'on peut porter des chaussettes dans les chaussures minimalistes. On y répond et on donne aussi des raisons pourquoi certaines chaussettes sont peut-être meilleures que d'autres. Avec les chaussures barefoot, on peut porter des chaussettes? Vous avez toujours... Donc ça, c'est une question assez intéressante. Oui, parce que vous avez toujours l'autorisation de porter des chaussettes, bien sûr. Dépendant des tissus dans la chaussure, vous allez avoir plus ou moins d'odeur. Chacun ses pieds. Par contre, quand vous allez sur le sujet de la chaussette, les chaussettes aujourd'hui, les chaussettes classiques, sont aussi des chaussettes en fait qui constrictent un peu le pied. Donc si vous portez une chaussette classique, si vous essayez d'écarter vos orteils, vous allez être moins capable d'écarter les orteils que si vous êtes pieds nus. Donc si vous voulez vraiment aller dans la liberté du pied à 100%, vous pouvez même acheter des chaussettes à orteils qui vous permettent d'écarter les orteils tout en étant dans la chaussure, sans être restreint par la chaussette en fait. Non, je pose la question, c'est parce que, bon, moi je suis pharmacien et je vends aussi des chaussettes de contention. Et donc effectivement, souvent les gens qui ont des problèmes de valgus ont parfois d'autres problèmes. Ouais. J'ai pas encore testé. Bah justement, les saguaros en fait ont pas. Les saguaros ont qu'un léger écartement devant, mais vous pouvez pas écarter complètement. Tandis que les Five Fingers, vous pouvez seulement mettre des chaussettes dans les Five Fingers si les chaussettes sont comme ça. Et ça, c'est à nouveau à titre personnel. Je ne porte plus que des chaussettes comme ça parce que je n'apprécie plus les autres. Et d'un point de vue pratique,
Donc c'est moins pratique à mettre parce qu'il faut quand même savoir écarter les orteils. Donc les gens, quand ils portent ça pour la première fois, c'est pas aussi facile. Mais d'un point de vue pratique, pour toutes les personnes qui ont des mycoses, ça c'est une petite parenthèse, les personnes qui ont des mycoses, en ayant des chaussettes comme ça, en fait, vos pieds restent plus secs parce que vous avez plus de tissu pour absorber l'humidité. Donc ceux qui ont des mycoses au niveau des orteils, s'ils portent ce genre de chaussettes, je ne veux pas dire que ça fait partie de mycose parce que ça c'est faux, mais ça favorise parce que c'est moins humide. Dans cette 5e partie de la vidéo, on demande est-ce qu'on peut aussi porter des chaussures minimalistes en hiver? On y répond avec aussi un exemple de notre vécu en ayant porté les chaussures minimalistes en Norvège en hiver. Et on explique aussi pourquoi parfois en été, il est parfois plus compliqué de porter des chaussures minimalistes qu'en hiver. Il y a alors autre chose, bon, elles sont bien les barefoot, mais bon, j'ai cette impression-là, pour celles que je vois, qu'on peut les porter qu'en été. En hiver, le fait qu'il y a une fine semelle, donc on a beaucoup plus froid. On a une expérience, on a été en Norvège, au nord de la Norvège, à Tromsø, oui, mais en février. Il y a des forêts aussi. Ouais. Et donc du coup, on a été à du moins 14, moins 21, grosso modo. J'étais avec une Vivo, donc c'est une de leurs bottes. Donc malheureusement, elle n'est pas ici. Il y a des bottes. Et la semelle fait 5-6 mm. Elle n'est pas très très épaisse. Et en fait, vous pouvez aussi acheter une semelle thermoisolante à l'intérieur. Et le fait d'avoir des chaussures larges, en fait que vos muscles à l'intérieur du pied travaillent plus. Les muscles à l'intérieur du pied vont du coup créer de la chaleur. Donc du coup, vous pouvez marcher sans problème. Il y a des chaussures comme les guano à orteils, donc ça c'est les Five Fingers. Et du coup, vous avez juste la semelle en dessous, le tissu au-dessus. Avec ma femme, on a du coup fait le tour du Mont Blanc. Autour du Mont Blanc, on l'a fait en juin. On est quand même passé par la neige. On est quand même passé par la neige. Et j'ai marché du coup dans la neige avec une semelle de 3 mm pendant bien une 50aine de kilomètres sans avoir froid aux pieds. Donc le premier pas est froid, mais vu que le pied et les muscles au niveau du pied travaillent tout le temps, vous n'avez pas froid. C'est comme quand vous commencez à courir en hiver, les premières 5-10 minutes un peu froid, puis après on prend chaud et c'est bon. Le gros problème, c'est les journées d'été qu'on a eu la semaine dernière, avec des semelles de 3 mm, vous avez plus chaud aux pieds qu'autre chose. Ça, c'est parfois un peu le bémol. Dans cette prochaine partie de la vidéo, on explique pourquoi il est très important de quand même changer de style de vos chaussures. Donc, pourquoi il est important d'avoir un avant-pied large, surtout après une opération de la luxe valgus, parce qu'on sait que l'opération de la luxe valgus améliore du coup la luxe valgus, mais que la déviation peut encore avoir lieu après l'opération, parce qu'il y a toujours la chaussure qui peut déformer le pied. Il y a des personnes, malgré le fait qu'ils soient déjà opérés de la luxe valgus, ils redéveloppent un hallux valgus parce qu'ils ne changent pas leur chaussure. En fait, c'est la forme de la chaussure qui va permettre, en fait, qui va causer la déformation au niveau du pied. Je change tous les jours de chaussures. Je ne parle pas de chaussures... de marque, vous voulez dire? Je parle de modèle. De modèle, donc, en fait, oui. Si on cherche toujours le modèle le plus confortable, disons-vous. Ça, c'est certain. Oui. Mais si vous prenez... je peux prendre une chaussure classique. Je peux? Si vous prenez une chaussure classique, ici, vous allez avoir un gros orteil qui va rentrer un peu plus vers l'intérieur. Tandis qu'ici, le gros orteil permet de toujours être vers l'avant. Et donc, dépendant de la chaussure, certaines marques vont faire une semelle où, du coup, le gros orteil est beaucoup plus poussé vers l'avant. Enfin, poussé vers l'intérieur. Et donc, du coup, ça va beaucoup plus créer cette déformation au niveau du pied. Tandis que si vous avez une chaussure qui vous permet de garder un gros orteil vers l'avant, cette déformation n'aura pas lieu. Dans cette prochaine partie de vidéo, une personne dit que plusieurs personnels soignants, dont des kinés, lui ont dit qu'il fallait pas qu'elle porte des chaussures plates parce que c'était mauvais pour les pieds ou mauvais pour les tendons d'Achille. Dans certains cas, effectivement, mais la grande majorité des cas, on préfère quand même avoir des chaussures plates. On essaie d'y répondre du mieux qu'on peut
et d'être le plus exhaustif que possible. Il y a beaucoup même des kinés qui m'ont dit qu'il ne faut pas porter des chaussures très plates parce que tout le poids, il est en plus, je suis assez solide, disons, ça aussi, ça joue aussi un rôle je ne le fais pas parce que j'ai peur de tomber, mais qu'il faudrait mettre quand même au moins 1 ou 2 centimètres de dénivellation ça, en semelle continue, par exemple. Ça, c'est un sujet qui, on va dire, me passionne. Parce qu'effectivement, c'est un gros malentendu de la littérature scientifique et de la pratique. Je ne dis pas maintenant de talons, mais disons la de semelle qui compensée, ou comment on appelle ça. La talonnette, de manière générale, va créer un raccourcissement au niveau du tendon d'Achille. Ça va créer une augmentation des forces au niveau de l'avant-pied. Et tout ça va, avec le temps, malheureusement, créer plus de problèmes qu'en résoudre. Oui, dans certains cas, avec des personnes qui ont des problèmes de tendon d'Achille, on propose une talonnette pour diminuer la charge que le tendon d'Achille doit supporter. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on devrait normalement faire 2 semaines, pas plus, pour diminuer la charge. Et après, on renlève cette talonnette et on fait de l'inverse. Il y en a même qui pratiquent où ils mettent un talon à l'avant-pied pour que les gens marchent comme ça. Notre expérience et notre vécu en tant que kiné va dicter ce qu'on pratique. Un kiné qui a toujours fait d'une certaine façon, s'il n'est pas mis face à des preuves qui montrent qu'il doit changer sa façon de faire, va toujours faire pareil. Dans cette prochaine partie de la vidéo, on parle surtout de l'aspect pratique des chaussures et pourquoi la chaussure doit être là pour renforcer le pied et pas que la chaussure doit juste être un outil esthétique. Il y a 2 façons dont on voit les choses. Il y a les chaussures de course, où là, on est tous d'accord, c'est le confort qui est primordial. Parce que si vous n'êtes pas confortable dans une chaussure dans laquelle vous allez marcher des kilomètres, enfin courir des kilomètres, vous n'allez pas être bien. Pour une chaussure dans la vie de tous les jours, ce qui est important, c'est que la chaussure puisse aider le pied à bien fonctionner. Parce que les chaussures classiques aujourd'hui sont en fait, comme l'a dit Peter, un habillage esthétique et non fonctionnel. Vous avez un costume 3 pièces qui peut être très beau, mais dès que vous levez le bras, il y a tout le costume qui monte. C'est très esthétique et c'est pas très pratique. Dans les chaussures, c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir une chaussure de ville qui peut être magnifique et qui va très bien avec un costume, mais on le sait tous, en portant ce genre de chaussures, on a mal aux pieds après 10, 15 minutes, parfois 1 heure. Si on a l'habitude, ça va aller. Mais dès que vous allez mettre des chaussures comme ça, vous allez essayer après, si vous voulez bien, vous allez avoir l'impression d'être dans des pantoufles. Surtout si vous mettez, dans ce cas-ci, les Leguano, parce que vous allez avoir du tissu mou sur les extrémités, donc ça ne va pas comprimer votre peau au niveau du pied. Donc ça, du coup, ça va être léger. Si vous mettez celle-ci, ça va peut-être vous faire mal parce que vous allez quand même avoir la compression à l'intérieur de la chaussure et du coup vous allez dire. Je ne peux pas supporter avec des coutures. Hein. Voilà. Non. Bah, du coup, les coutures à l'extérieur ou à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Oui, je comprends. Et du coup, vous allez effectivement être mieux avec les Leguano, donc les modèles que Peter ici vous a montré. Ça va sûrement être mieux pour vous. Et aussi parce que du coup, vous n'allez pas avoir le tissu dur qui va pousser au niveau de votre peau. Dans la séquence qui va suivre, on va aborder le sujet des pieds plats. Et est-ce que les personnes qui ont des pieds plats peuvent porter des chaussures minimalistes? Est-ce que pour les personnes qui ont des pieds plats, est-ce que c'est conseillé de porter des chaussures minimalistes? Du coup, il faut d'abord définir c'est quoi un pied plat. Parce que dans la littérature, on n'est pas d'accord. Dans la littérature scientifique, il y a 2 pieds plats. Donc, il y a le pied plat qui est statique. Donc, vous avez un pied plat quand vous êtes assis. Okay, et puis après, il y a le pied plat dynamique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une faiblesse au niveau du pied et il y a une raideur au niveau du pied. Si vous avez une faiblesse au niveau du pied, du coup, vous avez un pied plat dynamique. Alors, les chaussures minimalistes sont fortement conseillées parce que du coup, vous allez gagner en force et du coup, vous n'allez plus avoir le pied plat. Vous allez peut-être encore avoir une arche plantaire qui est basse. Ça, c'est propre à chacun, mais elle ne va plus être à plat. La deuxième chose, c'est un pied plat rigide. Donc ça, ce sont des personnes qui en fait manquent de souplesse au niveau du pied et le pied il reste à plat pour que les charges osseuses au niveau du pied puissent supporter le restant du corps. Avec ces personnes-là, on peut aussi porter des minimalistes,
certes, mais pour eux, c'est beaucoup plus important de d'abord mobiliser le pied, soit seul, soit avec un kiné, peu importe. Mais la mobilisation au niveau du pied va permettre que le pied puisse bouger mieux et du coup, ils sont très souvent plus pieds plats. Donc, dans les deux cas, effectivement, pour les pieds plats, on peut proposer des chaussures minimalistes. Le plus important, c'est de savoir quel type de pied plat c'est. Enfin, ça, c'est notre responsabilité en tant que kiné. Mais pour vous, effectivement, une personne qui vient avec un pied plat, très bien, vous pouvez dire oui, vous pouvez les porter. Ça, c'est sûr à 100%. Si vous avez un pied plat, donc une personne qui est assise, son pied est comme ça, elle se met debout, son pied est comme ça, du coup, vous savez que c'est un pied plat rigide. Une personne assise, son pied plat, son pied est comme ça, elle se met debout, son pied est comme ça c'est plutôt dynamique. Donc ça, c'est une personne qui va être mieux si elle marche beaucoup avec ses chaussures. On nous a aussi demandé à partir de quel âge on peut porter les chaussures minimalistes et jusqu'à quel âge il est bon de porter les chaussures minimalistes. À partir de quel âge c'est conseillé de mettre des chaussures plates? De tous les ans. Tous les ans. Donc, et à partir de quel âge c'est presque plus possible ou plus, c'est jamais impossible. Adapté, oui. C'est jamais impossible d'adapter son pied, même à 90 ans. On peut encore changer de tissu. Oui, ton papa. Mon papa, 70 ans, il a commencé à marcher avec, il avait des problèmes au niveau des genoux, au niveau de la hanche. Plus de problème, à 70 ans. Il marche 40 km. Par jour. 5 fois par semaine. Donc, la prochaine partie est certes en luxembourgeois, mais je pense que ça peut être résumé dans quelques mots. Aujourd'hui, la chaussure est plutôt quelque chose d'esthétique qui doit aller avec ce qu'on porte, plutôt que la praticité. Le fait de juste protéger le pied en laissant le pied bouger normalement. Dat is de de grond voor wat als we houtensdag zoveel feestproblemen hebben. Dat is wel schon voor jaren waar het niet esthetisch, maar praktisch. En houtensdag is het schon praktisch. En alles van de loe schon geeft, dat eerst wat ik guckt, dat is esthetisch. Wanneer het schön is, dan probeer je den. En dan, wanneer het goed is, dan geef den. Super. Wanneer dat geen feest is, dan zeggen, oké, alle schon müssen als echt praktisch zijn. En dan hält ihr den am schönsten aus. Das wäre der Beste. Und dann ist all schon gut für all Face. Und dann kann ihr den schon holen, wie ihr wollt. Aber jeder Freund, die dieselbe schon hat, oder dieselbe Formen hat, dann hat den, geben sich ein bisschen mehr Schumme so schon umzudrehen. Die Schuhe, die ich umgedreht habe, das waren ganz breder, wo ich sie umgedreht habe, hatte ich das Gefühl, ich hatte kleine Schuhe. Hässlich. Aber mit der Zeit gewinnt den sich tun. Und ich Et la dernière question qui nous a été posée, c'est pour la randonnée, est-ce qu'il vaut mieux marcher avec des bottes, donc qui sont fermées au-dessus de la cheville, ou est-ce qu'il vaut mieux marcher avec des chaussures qui sont fermées en dessous de la cheville? Vous allez voir qu'effectivement, il vaut toujours mieux marcher avec des chaussures qui se ferment en dessous de la cheville, sauf dans certains cas où on n'est pas encore assez fort ou on se sent pas encore assez en sécurité par rapport à la cheville ou si on a une cheville instable. Donc ça, c'est des questions un peu plus kiné qui ne vont pas juste dans ok, quelle chaussure est-ce que je dois choisir. À mon avis, du coup, est-ce que c'est mieux de marcher avec une botte ou pas? Si pour la randonnée, je parle des... Oui, on est bien d'accord, pour la randonnée. Donc, si vous marchez avec des bottes au-dessus de la cheville, si vous faites une entorse, vous avez beaucoup plus de risque d'avoir un problème au niveau du genou, au niveau de la hanche. Ah oui, disons que ça sera pire. Exactement. Et pour la randonnée de manière générale, que ce soit en nature ou autre, vous pouvez très bien marcher avec une chaussure qui est en dessous de la cheville. Au début, c'est conseillé de faire des petites distances pour retravailler la mobilité au niveau de la cheville, retravailler la force. Mais à long terme, vous serez beaucoup mieux de marcher avec une chaussure qui est en dessous de la cheville, parce que vous allez, retravailler la force, retravailler le réflexe, et vous allez avoir un meilleur équilibre. Et de manière générale, avoir une semelle fine et flexible où du coup vous allez ressentir ce qui se passe en dessous de votre pied va vous permettre de mieux réagir par rapport à ce qui se passe dans votre entourage. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les chaussures orthopédiques pour personnes âgées sont maintenant de plus en plus déconseillées, parce que les personnes âgées ont besoin de plus d'informations. Les chaussures orthopédiques ont des énormes semelles et ils ont du coup plus l'information de ce qui se passe en dessous. Et en ayant du coup, ça c'est pas la randonnée, hein, mais pour la vie de tous les jours ou bien à la maison, avoir une semelle plus fine, c'est mieux pour eux parce que du coup ils pourront mieux réagir. J'espère que toute cette séquence de vidéos vous a été intéressante pour vous. On ne sait pas si on va le refaire, mais s'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ces ateliers de sélection de chaussures et répondre à des questions
sur les chaussures minimalistes. Nous sommes toujours pour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux quelques personnes qui ont participé à l'atelier. C'était vraiment chouette. On espère que vous avez apprécié aussi. Et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir.